Moi, je suis quelqu'un de très têtu. Très, très têtu. Tout ce que j'ai fait là, c'était têtu. Ouais. Yefo Tamana, bienvenue sur les chroniques de Chonté. Je suis Chonté Sylvie, blogueuse, passionnée de lecture, d'écriture et de partage de connaissances. Et aujourd'hui, je suis avec Yacine Sangaré, jeune docteur en droit ivoirienne. Et on va parler de l'alchimiste de Paulo Coelho. Alors, je sais pas, les gens disent Coelho. J'ai entendu quelqu'un dire Coelho. Ah bon? Moi, je dis toujours Coelho. Coelho, ouais. Alors, pour la petite histoire, on a été toutes deux panélistes à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Et puis, il y a une jeune lycéenne qui a demandé comment est-ce qu'on fait en fait pour savoir ce qu'on a envie de réaliser. Et Yacine a mentionné l'alchimiste. Donc, je lui ai dit, ça tombe bien. Je fais un podcast, donc j'aimerais bien qu'on vienne discuter de l'alchimiste. Donc, peut-être je vais juste résumer rapidement l'alchimiste. C'est l'histoire d'un jeune berger, Santiago, qui vivait en Andalousie, en Espagne, et qui a fait un rêve dans lequel une jeune fille le conduisait aux pyramides d'Égypte et lui disait que s'il venait là, il allait découvrir un trésor. Donc, il a décidé de faire le voyage et puis il est passé par différentes péripéties. Donc, la question que j'ai envie de te poser déjà, c'est pourquoi est-ce que ce livre-là t'a marqué en fait? Qu'est-ce que ça a représenté pour toi? Déjà, comment j'ai connu le livre, plein de gens parlaient et disaient le livre qui m'a le plus marqué, c'est l'alchimiste de Paulo Coelho, l'alchimie. J'ai dit, ok, on va voir ce qu'il y a dedans. Et la première chose qui m'a frappée quand j'ai lu le livre, c'est une citation qui dit, quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire en fait à te permettre d'accomplir cette chose-là. Et j'ai dit, waouh, ça, c'est... Et au fur et à mesure, j'ai lu, et franchement, c'est un peu comme s'il déconstruisait certaines pensées qu'on avait et c'était vraiment, c'était édifiant. Franchement, je pense qu'on va en parler au fur et à mesure, mais c'est comme si un peu, c'était une déconstruction de plusieurs pensées stéréotypes qu'on avait de la vie et de comment est-ce qu'on devait entreprendre les choses. Et voilà, pour moi, c'était comme... je sais pas comment dire, un nouveau, voilà, de pensée. Et tu l'as lu à quelle époque de ta vie? Je pense qu'en ce moment, je faisais encore ma thèse, donc il y a quelques années, et ça m'a permis de remettre en question beaucoup de choses. Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ma légende personnelle? Parce qu'on dit que la légende personnelle est une... Tout le monde, au fait, doit accomplir sa légende personnelle. Est-ce que c'est vraiment ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment ça qui va me permettre d'accomplir ma destinée? Et voilà. Et après, ça m'a permis de vraiment me poser plein de questions et puis voilà, définir un peu mes objectifs. Je suis curieuse, justement, de me dire, est-ce que là, tout de suite, tu te dis que tu sais c'est quoi ta légende personnelle? Bon, je sais pas si je peux dire que j'ai plusieurs légendes personnelles, parce que comment on décrit la légende personnelle, ça te fait te remettre en question, parce que par exemple, moi je suis quelqu'un, j'adore, j'aime beaucoup résoudre des problèmes. J'aime beaucoup résoudre des problèmes, ou quand on me sollicite, je suis très prompte à aider l'autre, plus que moi-même. Donc je préfère même souvent laisser mes obligations aider la personne, parce que je me dis la personne en a plus besoin que moi, et moi je pourrais toujours refaire et tout ça. Donc ça c'est une chose. Et aussi j'aime beaucoup, je vais pas dire j'aime beaucoup prêcher ou quoi, mais j'aime beaucoup vraiment partager la parole que je connais. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Donc, je me demande si c'est ça aussi ma légende personnelle. Et aussi, j'aime beaucoup cuisiner. C'est une passion pour moi. Donc, finalement, quand j'ai lu, je me suis dit, ok, finalement, c'est quoi ma légende personnelle? Et tout ça. Et ce que je fais aussi, ça me passionne. Donc, après, tu te poses plein de questions. Et voilà, dépendant de la vraie définition de la légende personnelle, tu te demandes vraiment, finalement, c'est quoi ta légende? Moi, je me rappelle que la première fois que j'ai lu l'alchimiste, je devais être en train de faire mon bachelor. Et honnêtement, je me suis dit, mais c'est quoi la hype autour de l'alchimiste? J'ai pas été particulièrement émue, touchée. Je l'ai lu, je dis, ok, ça, l'histoire se lit facilement, mais franchement, je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'engouement autour du livre. Et puis, je l'avais lu en français à l'époque. Et puis, pour la bibliothèque, quelqu'un m'a offert un lot de livres et puis il y avait ça. Et j'ai trouvé la couverture tellement bien. Je dis, bon, attends, je garde ça chez moi d'abord. Et un jour, je me suis dit, je sais pas par quoi je le passais, il y a pas très longtemps. Je me suis dit, je vais lire l'alchimiste pour voir.
et c'était totalement... C'est comme si je lisais quelque chose de totalement différent. Parce que, naturellement, quand tu lis certains livres, en fait, quand tu les lis une deuxième fois ou une troisième fois... Tu fais disposer déjà. Quand tu n'es pas disposé... Oui, et tu as même une nouvelle manière de voir. Il y a des choses que tu n'avais pas remarquées à l'époque que tu remarques. Et l'une des choses que je me suis dite aussi, c'est que c'est peut-être l'époque de ma vie à laquelle je l'ai lu qui fait la différence. Et je le dis tout le temps quand je fais mes posts sur la lecture, je dis qu'un livre va te parler en fonction de ce que tu traverses à l'instant T. Et je pense que quand je faisais mon master, j'étais perdue. J'ai fait un master en finance. Petite correction, j'ai plutôt fait un bachelor en finance et un master en entrepreneuriat social. Et quand je parle ici, c'est un lapsus pour parler d'un bachelor en finance. Et puis, je m'étais rendu compte que finalement, je n'aimais pas la finance tant que ça. Donc, je ne savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire, en fait, plus tard. Après, j'ai fait l'entrepreneuriat social, j'ai découvert ma passion pour l'éducation, j'ai ouvert le centre. Donc, quand j'ai relu, j'avais déjà le centre Lys. J'avais déjà ce petit truc maintenant où je me dis, voilà ce que j'ai envie de faire, m'investir dans... moi, je parle de démocratiser l'éducation. Comment on fait en sorte que des personnes qui sont moins privilégiées puissent quand même avoir accès à une certaine éducation que d'autres personnes ont eu parce qu'elles sont peut-être nées dans des familles un peu plus aisées. Donc, quand je lisais à cette époque, je me suis dit, ah, je comprends mieux. Et l'une des choses qui m'a touchée, c'était de voir les épreuves par lesquelles il passait. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, donc c'est normal de rencontrer des épreuves, en fait, quand tu es en train d'essayer d'accomplir ta légende personnelle. Peut-être qu'on n'a pas défini c'est quoi la légende personnelle. Donc, dans le livre, il rencontre plusieurs personnages. Il rencontre déjà une voyante qui, elle, lui dit vraiment ce qu'il savait déjà. Ouais. Et il rencontre le roi de Salem, c'est lui qui parle de la légende personnelle. Et quand il lui demande, il dit que c'est quelque chose qu'on a toujours voulu accomplir. Et lui, il dit que la légende personnelle, c'est quelque chose qu'on a depuis qu'on est petit. Et que finalement, en grandissant, on oublie. Ça me fait penser au Petit Prince. Ouais. En grandissant, on oublie. Et puis... et pas forcément qu'on oublie, je dirais. Certains se détournent aussi de leur légende personnelle pour, on va dire, des choses éphémères. C'est pas forcément... Il y a ce qu'on voulait accomplir, qu'on voudrait accomplir depuis qu'on est petit et qu'on n'a pas pu accomplir. Mais il y en a beaucoup ici qui se détournent de leur légende personnelle. Il y en a qui savent, mais qui se détournent. Il y en a qui ne savent même pas parce qu'ils ne cherchent pas. Comme exemple, le jour de la conférence, il y a des élèves qui ont parlé du fait qu'elles ne savaient pas comment s'orienter. Et il y a d'autres qui disaient qu'elles savaient ce qu'elles voulaient, mais les parents n'étaient pas forcément d'accord. Et ça fait que plein de gens se détournent de leur légende personnelle pour des choses éphémères. Et ça, ce qui fait qu'après, ils ne sont pas forcément épanouis dans ce qu'ils font, dans leurs projets professionnels. Par exemple, du fait de manque de moyens de leurs parents, du fait qu'ils n'ont pas vraiment été encadrés. Et moi, je pense que ça aussi, ça pose beaucoup de problèmes. Ça m'a parlé quand tu as dit que tu as peut-être plusieurs légendes personnelles. Moi, ce matin, quand je me préparais pour l'épisode, je me suis dit, attends, je vais feuilleter un peu et tout. Et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ma légende personnelle? Parce que la légende personnelle, pour moi, c'est le pourquoi aussi. On a Simon Sinek qui parle aussi de trouver son pourquoi. Et pour moi, c'est exactement la même chose. Ouais. C'est j'ai envie de dire un peu cet objectif de vie, en fait, finalement. Moi, quand je réfléchis, j'ai cogité dessus dernièrement, même je relisais encore trouver son pourquoi. Et pour moi, par exemple, je sais que j'aime lire, j'aime écrire et j'aime partager les connaissances. Au final, tout ce que je fais, c'est ça, en fait. Parce que je me disais, oui, je fais plein de choses et tout. Pour moi, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais qui ne sont pas forcément notre légende personnelle. Par exemple, j'aime voyager. Je ne voyage pas autant que je l'aurais voulu, mais j'aime voyager. Et avant, même quand je me présentais, je disais passionnée de voyage. Et je me suis dit, bon, finalement, c'est pas vraiment ça qui me définit, même si c'est quelque chose que j'aime. J'aime manger, mais c'est pas non plus le truc, tu vois, qui me définit en tant que tel. Au final, je me rends compte que quand je lis, c'est parce que je veux acquérir des connaissances, j'aime apprendre. Quand j'écoute des podcasts, c'est parce que j'aime acquérir des connaissances. Quand j'écris, c'est parce que j'aime partager ces connaissances-là. Quand je fais ce podcast aujourd'hui, que je fais ces vidéos, c'est parce que j'aime partager ces connaissances. Et même avec la création du Centre Lys, aujourd'hui, on donne les cours de Microsoft Office et tout, pour partager les connaissances. En fait, je me suis rendu compte que c'est ça mon point, finalement. Même quand j'organise des rencontres pour réunir des gens et tout ça, c'est la clé. Donc, toi, quand tu as parlé du fait que tu aimes résoudre des problèmes. Et on le voit, par exemple, avec le fait que tu sois allé vers le droit. C'est des problèmes que tu résous au final. Et même quand tu as parlé de partage de connaissances aussi, le fait d'aimer partager ce que tu connais,
Je pense que pour moi, c'est peut-être ça la clé. Même la thèse, en fait. Oui. Maintenant que j'y pense, maintenant que tu en parles et que j'y pense, la thèse, c'est fait pour quoi? C'est fait pour apporter quelque chose de nouveau au secteur. Donc, quelque chose de novateur qui peut aider à résoudre un problème dans le secteur. Donc, on revient encore à la résolution des problèmes, au partage de connaissances, etc. Donc, je pense que, ouais, on y arrivera. C'est ça. La fin, et quand je parle de novateur, je pense à deux choses. D'abord, avant de revenir à Paulo Coelho, je pense à un livre que je lis en ce moment. C'est je crois, The Secret of a Millionaire's Mind. C'est un aîné, Adama Goro, qui me l'a recommandé il y a quelques jours, enfin, vendredi, je crois. Et puis, directement, je suis allée chercher le livre en version audio pour écouter. Je pense que l'alchimiste aussi doit y avoir plein de versions audio qu'on peut trouver sur YouTube facilement. Et dans le livre, à un moment, c'est même pas ça. Parce qu'il m'a recommandé 2 livres. Il m'a recommandé The Secret of a Millionaire's Mind et il m'a recommandé de devenir un leader, je crois, de Steven Sample. Donc, je lis les deux en même temps, donc j'ai confondu, pardon. Et dans le livre de Steven Sample, il parle des leaders et il dit qu'en tant que leader, il faut que tu puisses avoir une pensée indépendante et une pensée affranchie. Et quand il parle de une pensée nuancée, pardon. Et quand il parle de pensée nuancée, il veut dire que tu dois pas être la personne qui dit ça c'est bon, ça c'est mauvais. Donc, tu dois pas être dans un mode manichéen, en fait. Soit tout est tout blanc, soit tout est tout noir. Et te dis que c'est important, quand tu écoutes les gens, d'écouter tout le monde, par exemple, différents avis et de pouvoir te faire ton propre avis. Et la pensée affranchie, c'est de penser différemment. D'arriver, en fait, à faire des choses. C'est-à-dire que c'est comme quand on dit que si tu essaies toujours les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes résultats. Donc, à un moment, il faut avoir d'autres idées. Il faut venir avec des choses peut-être que tu te dis qu'ils ne sont même pas possibles, en fait. Et puis, c'est comme ça que tu vas trouver la solution. Et moi, en repensant à l'alchimiste, je le vois avec le marchand. Et parfois, c'est des choses très simples. Donc, dans le livre, il y a un marchand de cristal. De cristal. Ou de cristaux. Donc, ça, c'est... Marchand ils vendent des vases, non? Oui, ouais. En tout cas, c'est quelque chose. Alors, dedans, ça, c'est ma partie préférée. Et dedans, quand Santiago arrive là, il nettoie la vitre et tout. Et puis, il y a des clients qui rentrent. Et puis, il apporte de petites choses novatrices à chaque fois. Et c'est juste des petits détails. Et ça m'avait marqué parce que je me suis dit, mais en fait, dans le business que je fais, dans le centre business que je fais là, finalement, mais quelles sont les petites choses qu'on peut ajouter qui vont faire la différence? C'est exactement ça. Et le vendeur, le marchand, là, cette partie m'a tellement marqué parce que ça nous montre en fait que ne pas accomplir notre légende personnelle et de notre fait. On peut tout faire sauf ce qu'on décide de ne pas faire en fait. Quand Santiago a décidé d'apporter des choses nouvelles, il était très récalcitrant à ça. Il ne voulait pas vraiment parce qu'il ne voulait pas sortir de sa zone de confort. Et il a laissé faire, et au fur et à mesure, il voit qu'il y a plein de clients. Après, Santiago propose de servir du thé dans les vases, etc. Il dit OK. Et en plus, plus ça continue, plus il apporte des idées, plus le business augmente. Et ce qui m'a marqué dans ça, c'est qu'il lui a dit, le marchand avait dit à Santiago que son rêve, c'était d'aller à la Mecque. Et là, il a gagné de l'argent, il a assez d'argent. Il a dit, OK, bon, moi, je vais continuer vers la pyramide, mais toi aussi, tu peux aller à la Mecque. Il dit non, et il refuse. Comme quoi, s'il décide d'aller à la Mecque, il n'aura plus de rêve, il n'aura plus rien à faire de sa vie, en fait. Donc, lui, il décide de se complaire dans ce qu'il ne pourra pas accomplir son rêve, juste pour avoir l'idée d'un jour y aller. Et même s'il a les moyens, il n'ira pas, juste parce qu'après, il n'aura plus d'objectifs dans sa vie. Et j'ai trouvé ça marquant parce que dans la vraie vie, c'est aussi le cas pour beaucoup de gens. Et puis, ça revient à la question de la peur, en fait. Parce qu'il a dit qu'il a même peur, en fait, en y allant, que ça ne soit pas aussi bien que ce qu'il imaginait. Et en fait, c'est au quotidien. C'est-à-dire que toujours, tu t'assois, tu dis, moi, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci. Maintenant, tu peux le faire, mais tu ne le fais pas. Tu ne bouges pas, en fait. Tu bouges pas. Et c'est comme, je pense que même au début du livre, Santiago, quand il a dit à ses parents que lui, il voulait devenir berger, puis il a dit que son papa lui a donné de l'argent. Et il voyait même dans son père, en fait, quelqu'un qui avait eu envie lui aussi de voyager, mais qui finalement n'est jamais parti.
Et c'est quand même un peu dommage, en fait, qu'on ait tous ces rêves-là. C'est ça. Enfin, on a peur de faire des sacrifices, on a peur de se dire, OK, on met le paquet dans l'accomplissement de ce truc-là. Finalement, aller et voir que it wasn't worth it again. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Et la raison pour laquelle Santiago, il a pu accomplir sa légende personnelle, c'est parce qu'il a décidé d'oser. Et ça me fait penser à la fin du livre où, je sais pas si c'était des mercenaires ou quand ceux qui l'ont frappé là, quand il était aux pyramides et tout, et pour lui demander pour lui soutirer de l'argent, et ils lui ont demandé qu'est-ce que tu fais ici. Il dit non, que j'ai fait un rêve, etc., etc., etc. Et on dit laisse-le, il est fou, il est bête. Et après il dit moi j'ai fait le même rêve, mais voilà quoi, c'est pas pour autant que je le lis ici et tout ça. Et il a donné le lieu en fait. Oui, on m'a dit que c'est ici, là-bas, non, je dois aller là-bas, en Andalousie et tout ça, mais c'est n'importe quoi. Parce que lui, pour lui, ça n'en vaut pas la peine parce que je vais aller si je trouve rien. Donc il n'a pas accompli sa légende personnelle, donc c'est ça. Et puis aussi, l'une des choses à laquelle j'ai pensé toujours par rapport à l'histoire du marchand, c'est le confort. Comment le confort peut nous empêcher de partir finalement à la quête de notre légende personnelle. Parce que quand tu regardes, Santiago maintenant, il a eu un emploi tranquillement, il gagnait de l'argent aussi. Il aurait pu se dire, enfin, ça sert à rien en fait de partir. Enfin, pourquoi en fait je vais chercher Et je pense que même dans notre parcours, parfois par exemple, tu as envie de réaliser quelque chose de grand et tu te retrouves disant que tu as un bon boulot ou tu as un salaire qui est confortable. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à aller m'embêter en fait avec d'autres choses alors que je peux tranquillement gagner ma vie. J'ai une vie confortable, je suis peut-être mariée, j'ai mes enfants. En fait, ma vie est OK. Je ressens, pourquoi ressentir le besoin en fait j'ai envie peut-être de prendre des risques, ça peut même pas être de grands risques, mais sortir de ma zone de confort finalement. On a peur des risques. Et ça aussi, peut-être on se rend pas compte, mais c'est aussi des exemples de choses qui nous détournent. Ça peut être quelque chose de positif aussi, mais qui va te détourner finalement de ton objectif. Mais il faut vraiment évaluer le pour et le contre, voir le pourcentage de risque. Si tu vois que le pourcentage de risque est minime et que même si après ça marche pas, tu peux toujours revenir, OK. Mais si tu te dis non, finalement, non, c'est un mélange de procrastination, de peur, de plein de choses en fait. La procrastination, on est tous victimes. Parce qu'on se dit, OK, moi-même, je suis la première, je me dis, bon, de toute façon, même si je fais pas ça, ça risque que j'allais mâcher, donc OK, je laisse tomber, etc. Mais après, à un moment, faut faire preuve d'ambition. Moi, je pense que ceux qui vraiment déclinent tout, qui se disent no, it's not worth it, c'est parce qu'il manque un peu d'ambition quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de manque d'ambition et puis la peur de l'étranger et tout ça. Et malheureusement, pour accomplir sa légende personnelle, il faut faire des sacrifices. Et voilà quoi, pour vraiment accomplir sa destinée, il y a des choses à faire. Et si toi, tu décides de te complaire, malheureusement, les autres vont accomplir. Et puis toi, tu vas les regarder et puis c'est bizarre. Toi, qu'est-ce que tu vois comme sacrifice peut-être que tu as dû faire pour pouvoir réaliser ce que tu voulais réaliser? Même si je suppose que tu as dit que tu n'es pas encore arrivé où tu veux, mais déjà pour atteindre... Moi, je suis quelqu'un de très têtu. Très, très têtu. Tout ce que j'ai fait là, c'était têtu. Donc vraiment, par exemple, quand j'ai eu mon bac, mon père voulait pas que je parte. Déjà, le bac en candidat libre en te cachant de tes parents. Donc ça, déjà, c'est un risque que je prends. Je sais même pas sur quoi je comptais. Je sortais l'après-midi avec mes amis, tranquille, comme s'il y a rien. Personne ne savait. Il y a une de mes amies même qui me parlait plus quand elle a su que j'ai eu le bac. Sérieusement? En mode, j'ai fait ça dans son dos parce qu'elle venait chez moi, souvent, on sortait, on allait manger à l'eau. En mode, les élèves qui bavardent avec leurs amis, et puis quand les notes viennent, elles ont 20. OK. C'était pas la même chose, mais vraiment. Je vois. Donc, ça fait que j'ai passé, bon, tout le monde, personne, on voulait pas forcément, je dis, OK, je vais le faire parce que je sais ce que je veux au fond de moi. Je sais ce que je veux faire. Et si je décide de pas faire, parce que mes parents m'ont dit de pas le faire, je vais le regretter toute ma vie. Du coup, tu as eu le bac à quel âge? À 17 ans. OK. Et j'ai dit que j'allais le regretter toute ma vie. Et les regrets, c'est ma plus grande peur, c'est ma phobie. Les regrets, là, je supporte pas. Donc, je préfère encore regretter pour des choses que j'ai décidé de ne pas faire que de regretter pour des choses que des personnes m'ont dit de faire et que finalement, j'avais envie de faire au fond de moi. Donc, quand j'ai eu le bac, mon père, il voulait pas que je parte parce qu'il trouvait que j'étais jeune et puis, voilà, aller au Maroc, etc. C'est pour lui, voilà, avec tout ce qu'on sait, etc., les préjugés. Moi, je savais ce que je voulais faire. Et j'ai dit, je veux partir forcer.
forcément, je vais partir. Et on s'est un peu tenu tête, etc. Et finalement, maman a décidé de me faire partir. Je lui ai demandé, il a dit, bon, si tu veux. Et puis après, je me suis dit, bon, vas-y, fais ce que tu vas à faire. De toute façon, si tu en ramènes les notes qu'il faut, j'ai été major de promo durant les 2 années que j'ai passées à Casa. Il était content. Et j'ai été acceptée à Nice. Il m'a chargé sur sa tête. Il dit à tous ses amis là-bas, ma fille est ceci, ma fille est cela. Aujourd'hui, même là, non, aujourd'hui, il me prend comme vraiment truc. C'est pas fini. Et j'ai dû faire ce sacrifice-là. Et pour que, voilà, aujourd'hui, tout le monde soit content. Donc, je pense que c'est ça que tout le monde peut. Tout le monde n'ose pas. Après, moi, je suis prématurée. Donc, tout ce qui fait là, c'est précoce. Donc, je pense que peut-être aussi ça. C'est la force. C'est coïncidence, peut-être. Mais c'est un peu ça. Et tu as dit que même après Casa et tout, pareil, tu as voulu partir en France et tout. C'était compliqué. Nice, bon, déjà, depuis Casa, papa m'en a fait d'école là. C'était énormément de moments. Donc, maman, elle a toujours voulu que j'aille à Nice parce que ses parents sont en France là-bas. Donc, elle, depuis la première année, elle voulait que j'aille en France. Mais bon, comme j'ai passé ça en première, bon, je ne veux pas faire Campus France, bref. Donc, je lui ai dit, je vais aller à Casa parce que je ne lui pas là. Donc, je suis allée à Casa et de Casa, c'est elle-même qui m'a forcé, va à Nice, va en France. Elle voulait que j'aille à Paris. Mais moi, je ne voulais pas Paris. Donc, j'ai postulé, je suis allée à Nice. Mais là, c'était bon. Maintenant, c'est l'Angleterre qui était compliquée. Elle disait que non, sa nièce est avocate à, je sais pas, à Rennes, mais je sais pas où, et que à Reims, et qu'elle voulait que je fasse le master, je continue au master, et ensuite que je fasse le CRFPA, ensuite le CAPA, etc. J'ai toujours voulu faire mes études en Angleterre et tout ça, c'est franchement... Donc, elle m'a dit, non, vas-y, attends un peu, fais ton master au moins, etc. Je vais essayer de me retenir, etc. C'est non qu'elle m'a pas là. Mais après, elle était très contente. Elle m'appelait en anglaise et tout. Ma fille va en Angleterre. Je dis, mais par exemple, si tu ne fausses pas, là, ils vont pas t'écouter. Donc vraiment, il y avait plein de petits trucs comme ça. Même durant ma thèse, parce que c'est très coûteux, faut être réaliste. Les gens pensent que tout a coulé de source quand tu vois les commentaires sur Facebook. Oui. C'était vraiment pas facile. Et même quand je faisais ma thèse, à un moment, c'était encore chaud. Donc là, j'ai décidé de demander une aide en Angleterre. J'ai décidé de demander une aide financière. La première fois, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Ils ont refusé sans motif, au gouvernement. Ça n'a pas marché. Parce que eux, généralement, ils sont plus prompts à donner des bourses pour ceux qui font médecine, mathématiques, etc. Mais nous, là. Donc, ça n'a pas marché. Maman m'a dit non, laisse tomber, on va se débrouiller, on va faire. Parce qu'elle n'aime pas aussi demander aux gens comment. Donc, voilà. Donc, elle a dit, vas-y, ne laissez plus. Je lui ai dit, on va réussir, on sait jamais. Elle dit, non. Ils ont refusé, tu laisses tomber, on va se débrouiller, on va payer. On a depuis, de toute façon, qu'on a commencé, on a fait seul, on va terminer seul. J'ai dit, ok. Donc, l'année qui a suivi, j'ai fait de mon côté encore. Et tout, vraiment, ça là. J'ai invoqué même. J'ai invoqué Dieu, c'est je sais pas, je fais ça. Et, alhamdoulilah, ça a marché. Donc, je lui ai dit et tout que maman, bon, tu m'avais dit de pas essayer encore. Voilà, j'ai essayé, ça a marché. Elle était tellement contente. Et voilà, donc c'est ce genre de petits trucs-là que je fais pour vraiment forcer le destin. Et puis voilà. Franchement. Moi, la première fois que j'ai écouté ton parcours, je me suis dit, c'est incroyable, quoi. Déjà, le simple fait de t'être caché pour faire le bac en candidat libre, ensuite de pouvoir tenir tête et tout, c'est pas évident. Et je me souviens d'ailleurs, parce que quand on a fait la conférence, on était avec Nessie Indri, l'animatrice télé, et puis toutes les trois, on a dit qu'il y a eu des moments quand même où on a un peu pris une voie qui était différente de celle que nos parents voulaient. Et puis il y a une fille qui a dit, mais finalement, on nous dit que les parents doivent nous bénir et tout. Et puis vous nous parlez de tenir tête à ses parents parfois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et franchement, en plus, ça, comme je le dis, je me dis que tu avais 17 ans, quoi, de pouvoir se dire, bon, c'est pas grave, c'est ce que je veux faire, je vais faire malgré tout. Faire 1 an où il y a ce froid qui est là. Franchement, moi, je t'écoutais, j'ai dit, waouh! C'est Dieu qui m'a aidé parce que ça, là, je sais pas comment. Je ne peux pas faire ce genre de choses là toute seule. Dieu, pour mon âge, j'étais un peu trop, c'était un peu lourd. Mais j'étais tellement déterminée dans ce que je sais pas, j'ai toujours été comme ça. J'ai tellement déterminée dans ce que je fais. Et alhamdoulilah, c'est pour des choses positives. Encore si c'était pour des choses bizarres, d'accord. Mais voilà, donc moi je dirais, quand la fille elle a dit, on dit d'écouter nos parents et tout ça, ça dépend de nos parents. Après, on n'est pas de la même génération, on n'a pas la même mentalité. Eux, ils se diront que eux, ils savent ce qui est bon pour nous. Mais à the end of the day, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc après, il faut savoir, comme elle a dit, il faut pas tenir tête à ses parents, est-ce qu'il faut forcer, etc.
moi, je dirais pas de forcer, d'aller à l'encontre Par exemple, Nessie, elle a dit qu'elle est allée à l'encontre de ce que son papa voulait. Au début, même elle a suivi, elle a essayé parce qu'elle disait que son papa voulait qu'elle fasse une série scientifique ou alors qu'elle voulait aller en littérature jusqu'à ce qu'elle échoue au bac et que finalement il la laisse faire la terminale A, quoi, ouais. Et après, elle a dit, bon, dans tous les cas, si tu sais ce que tu veux, même si tu y vas, quoi, tu y vas et puis voilà, après. Moi, je dirais pas forcément, faut forcer s'ils y veulent pas. Comme je l'ai dit lors de la conférence, c'est une question de convaincre, en fait, les parents. Moi, j'ai réussi à convaincre un parent sur 2, c'est déjà quelque chose. Et quand j'ai parlé à mon père, il a dit, ok, si tu veux, tu pars. Mais c'était si tu veux, tu pars. Pas vraiment, voilà. Mais au moins, j'ai eu l'approbation avant de quitter le territoire. Oui, je vois. Donc, je me dis pas, faut pas forcément tenir tête aux parents pour dire, ok, je vais forcer, je vais, même si vous voulez pas. Parce que ça aussi, il y a le revers de la médaille. Je dirais, faut vraiment convaincre tes parents. Faut vraiment convaincre. C'est comme quand j'ai parlé de la soumission. La soumission, c'est pas pour dire, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. C'est que tu emmènes l'autre à se soumettre volontairement même. Quand tu vas lui poser le pour et le contre de la chose, la personne même voudra volontairement adhérer à ton idée. Donc moi je pense que c'est ça, faut vraiment convaincre. Maman, je l'ai convaincue. Papa, je l'avais convaincu un peu, mais c'est juste que bon voilà quoi, comme il voulait pas, il a dit pas. Mais sinon voilà, donc c'est une question de convaincre l'autre et puis voilà. Il y a un passage aussi dedans où juste au début de son voyage où Santiago se fait voler tout son argent. Et puis, quand je regardais ce matin, j'ai vu qu'il avait même dit que Dieu est injuste parce que, est-ce que c'est comme ça qu'il récompense les gens qui essaient de partir à la recherche de leurs rêves? Donc, je suis tentée de savoir, pendant ton parcours-là, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as rencontré des épreuves qui t'ont donné envie d'abandonner carrément ou de justement même remettre en question peut-être ta foi, te dire que finalement, est-ce que je me suis trompée et tout? Est-ce que tu es passé par ce genre de choses-là? Non. Non, pas du tout, parce que je sais pas, j'ai toujours dans ma tête, c'est ça en fait, c'est ça ou rien. Et dans mon fort intérieur, je savais que c'était ce que je voulais faire. Et si Dieu ne, bon, selon Dieu, c'est pas ça, ça va pas, dans mon cœur, je serai un peu tiraillée. Mais moi, dans ma tête, il faut juste que je me donne les moyens d'accomplir. Sinon, la base, là, c'est ça. C'est ça que je dois faire. Point. Et je veux dire, moi, je dirais pas que Dieu est injuste et tout. Souvent, c'est peut-être plus des étapes de notre légende personnelle. C'est pas que Dieu veut pas Dieu veut pas qu'on accomplisse notre légende personnelle, etc. Quand, par exemple, Santiago, c'était à quelle partie même? Je me souviens plus exactement, mais je sais qu'à un moment, il a vécu une difficulté qui a fait que, c'est soit il continuait, soit il rebroussait le chemin. Mais finalement, c'était pas que il devait pas accomplir sa légende personnelle. C'est cette difficulté-là qui lui a permis d'affronter, de vraiment se réformer mentalement et d'affronter toutes les difficultés pour pouvoir accomplir sa légende personnelle. Souvent, les difficultés nous aident à accomplir notre légende personnelle. S'il n'y a pas de difficultés, si tout est linéaire, ça n'ira pas. On va se complaire, etc. Non. Donc, ce sont nos difficultés là même. Par exemple, quand il a perdu la monnaie, etc. C'est ça qui a fait que il a pu rencontrer aussi le marchand. Il voulait travailler, tout ça. Et voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et il a pu avoir cette ouverture d'esprit sur plein de choses. Par exemple, quand il est arrivé, il a vu, il dit qu'il voyait des gens qui parlaient dans une langue bizarre et qui tapaient leur front comme des païens, des trucs comme ça. Mais quand il a rencontré le marchand lui a parlé de sa foi, il lui a dit plein de trucs et ça lui a permis d'avoir une ouverture d'esprit. Donc moi, je pense que ce sont nos difficultés, tous nos obstacles là qui nous permettent d'accomplir notre légende personnelle. C'est vraiment, je sais que je relativise beaucoup. Donc, dans la même logique, je me dis, donc quand il y a quelque chose qui est difficile, c'est vrai que sur le coup, c'est pas toujours évident à surmonter, mais je me dis, bon, il y a forcément une raison pour laquelle Dieu m'a apporté cette épreuve-là et que ça va sûrement me permettre de grandir même, en fait. Mais n'empêche qu'il y a eu des moments où, genre, je me suis dit, et surtout, il n'y a même pas très, très longtemps, surtout par rapport au centre, à un moment, je me suis dit, mais en fait, je passe mon temps à dépenser dedans. Alors que moi, mon objectif, c'était que ce soit financièrement autonome, self-sustainable. Et j'ai l'impression que ça continue de puiser, en fait, en moi. Ça puise mon énergie, ça puise les ressources financières. Mais finalement, c'est vrai que d'une certaine manière, ça m'a peut-être amené justement à reconsidérer comment est-ce que je gère, qu'est-ce que je peux faire différemment pour améliorer. Mais pour dire que c'est normal finalement que tu puisses avoir les épreuves. Pour moi, je pense que beaucoup de personnes passent par ces moments où
je parle même pas du côté spirituel, mais une baisse de foi par rapport à ton projet. C'est-à-dire, il y a des moments, c'est tellement dur que tu te dis, mais est-ce que ça vaut la peine finalement d'aller jusque là en fait, de réaliser ce que j'ai envie de réaliser là. Le seul mot qui me vient à la bouche, c'est sabre, patience. Moi, je pense que toutes ces épreuves-là ne sont faites que pour nous fortifier, parce que Dieu sait que s'il ne met pas ces épreuves-là sur notre chemin, on sera pas assez fort pour vraiment jauger, pour vraiment accomplir notre destinée. C'est vraiment pour nous endurcir, pour nous fortifier. Donc moi, je dirais que ces épreuves que tu es en train de vivre, par exemple, avec le centre Lys, c'est parce que ce centre est promis à un brillant futur. Donc, c'est ça, en fait. Donc, faut même pas, moi, je me dis, plus tard, tu te diras, ouais, donc en fait, tout ça, c'était pour ça, en fait. Et it was worth it at the end of the day. Moi, personnellement, c'est vrai que il y a eu plein de difficultés, il y a eu plein de petits trucs, comme j'ai dit, même au niveau de ma santé. C'était chaud, je me dis, mais c'est quoi ça? Mais je pense que tout ça, moi, je me mets pas en tête que je ne regrette pas. Oui. Je ne regrette pas, je me dis juste que, en fait, j'ai un mental vraiment, je me dis, faut le faire, en fait. Donc, c'est juste des adversités, tu peux vraiment les contrer. Donc, je me dis, c'est vrai qu'il y a ça, mais faut essayer d'aller de l'avant, etc., etc. Mais je me suis jamais dit, ah, si j'ai ça, ok, finalement, est-ce que ceci, cela, non. Peut-être j'ai eu des périodes de doute, où je me dis, voilà, même là, est-ce que je suis pas bête, même, ou bien est-ce que je fais bon, ceci, cela, etc. Mais, majeur pour moi. La PSJ, là, souvent, là, ça fait moi, finalement, je me dis, non, je peux le faire, je le fais. Peut-être l'un des derniers points sur lequel je voulais qu'on discute, c'est Fatima dans le désert. Ça rejoint un peu l'idée du confort quand tu as un travail et tout ça. Parce qu'à un moment, Santiago rencontre une jeune dame. Déjà, même, il y avait une go à 20 qui se disait, c'est la femme, la fille du berger. C'était un marchand aussi, je pense. C'était un marchand, oui, je pense. Et enfin, mais je pense que quand il a rencontré Fatima, il s'est dit que non, c'est celle-là, la femme de ma vie. Et puis à un moment, il était tenté de ne pas continuer sa quête vers l'Égypte et de rester, en fait, je pense que c'était un oasis en fait dans le désert, donc il était tenté de rester là. Et puis elle lui a dit non, en fait, si je fais partie de ta légende personnelle, on va se retrouver. Ça, c'était un truc qui m'avait vraiment marqué. C'est-à-dire qu'en mode, l'amour n'est pas censé te détourner de tes objectifs, en fait. Ça doit juste s'imbriquer dans ton projet. Si c'est le vrai amour, what is meant to be will be. Donc ça ment pas. Si c'est vraiment elle, ta femme, peu importe, comme on dit, l'univers, quand tu veux quelque chose, l'univers conspire, en fait, voilà. Donc si c'est vraiment ta femme, at the end of the day, ici, ça vient d'elle-même. Si encore elle disait non, mais reste avec moi encore. Mais si elle-même, elle te dit, voilà quoi, vas-y, ça montre que c'est la bonne. L'autre, la fille du marchand, moi je dirais que c'était juste une étape de sa légende personnelle. C'était même pas elle, sa promise, c'était juste une étape, tout comme le roi de Salem, etc., etc. Mais Fatima, c'était vraiment spécial. Et je pense qu'elle-même, elle a compris, en fait, la légende personnelle, ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, parce que quand ils parlent de ça aux gens, les gens disent, mais il est fou, etc. Mais si elle l'a compris, c'est que vraiment, c'est sa promise, quoi. Et voilà. Et puis, c'est vrai que c'était le dernier point, mais il y a un truc aussi qui m'a marqué. Santiago, c'est quelqu'un qui aimait lire. Mais je pense qu'à un moment, il a rencontré un monsieur qui lisait beaucoup aussi, mais qui ne comprenait, il n'arrivait pas à comprendre. Et même les livres que le gars lui donnait ne faisaient pas forcément sens pour lui. C'est un truc qui m'avait marqué aussi, parce que je me suis dit, par exemple, moi, je promeux vraiment le livre, d'où l'objectif de ce podcast, Mais je sais que, par exemple, on n'apprend pas tous de la même manière. Je continue de croire que c'est important de lire. Mais déjà, on n'est pas obligé de lire les mêmes choses. Et puis, on peut apprendre différemment en étudiant des podcasts, en faisant des formations, en voyageant, même on apprend aussi. Et au final, moi, quand j'ai suivi cette page, je me suis dit, le plus important, c'est d'apprendre. C'est pas forcément le moyen par lequel tu apprends. Mais sauf que ça peut paraître énorme, mais il y a des gens qui n'apprennent vraiment pas. Il y a des gens qui n'essaient pas, en fait, même de partir vers la connaissance, qui se contentent juste d'être là, en fait. Ouais, ça c'est vrai, parce que, comme tu le dis, je pense que le monsieur lui avait donné un livre, c'est ça, non? Il lisait, mais il comprenait. Oui. C'est ça. Donc, ça prouve en fait que oui, la quête même, l'objectif principal de la lecture, c'est d'apprendre. Faut que quelque chose... Se divertir, oui, mais faut que ça t'apporte quelque chose. Faut que ça t'apporte quelque chose. Mais si tu ne comprends même pas ce que tu lis, it's not worth it. Comme tu as dit, il y a diverses manières d'apprendre, etc. Donc, c'est vrai aussi, ça montre aussi qu'il y a, c'est pas tous les livres, forcément. C'est pas parce qu'on dit sur les réseaux, par exemple, que tel livre, c'est le livre de l'année.
c'est le livre de l'année. Ouais, on peut. Ouais. Que c'est le livre de l'année, c'est édifiant, c'est ceci, cela, comme Père riche, Père pauvre, mais bon, bref. Désolée. Non, je refuse cette critique, je refuse cette balle perdue pour Père riche, Père pauvre. En tout cas, c'est bien sûr. Tout le monde n'a pas été édifié par ce livre. Oui, alors que comme je dis, même moi, j'ai pas été édifiée la première fois que j'ai lu l'alchimiste, mais quand j'ai relu une deuxième fois, j'ai apprécié. Après, Père riche, Père pauvre, ne pas parler à tout le monde, je pense. Moi, encore une fois, c'est vraiment des passages particuliers qui m'ont touchée et puis qui m'ont. Pour un novice, par exemple, pour quelqu'un qui n'est même pas, qui vraiment se lance dans le monde de vraiment la finance ou quelqu'un qui veut, c'est édifiant. Mais je pense que plus plus après, on se dit, bah, c'est redondant, tout ce que tu dis, on sait déjà, tu vois. Et après, moi, il y a une chose que je voulais rajouter sur ce que tu as dit, du fait que l'alchimie, c'est un moment de ta vie que tu as, voilà. C'est un peu comme quand tu lis des scènes d'écriture, que ce soit la Bible, le Coran. Tu lis, tu te dis que tu as lu, tu sais de quoi ça parle, mais tu vas lire un an plus tard le même verset ou le même passage, mais ça va sonner différemment. Parce que là, tu es disposé, en fait, à comprendre la chose. Même, je donne par exemple la sourate, la vache, par exemple. Moi, j'ai déjà lu la sourate, mais je sais pas si tu connais les anges Marout et... Non. Ah oui, attends. Non. Est-ce que c'est les anges qui écrivent là-dedans? Dans les anges, on va dire des chiantes au griffes. Ok, non. Bon, ça c'est bon. On va laisser ça, c'est un peu trop long. Mais je veux dire, moi, je n'en avais pas connaissance. Et un jour, j'ai discuté avec une imam et il m'a dit, que ce dont tu parles là, il y a ça dans la sourate, la vache. Moi, j'ai jamais vu ça. Pourtant, j'ai déjà lu plusieurs fois. Et j'ai relu. J'ai dit, wow. En fait, oui, en fait, donc je lisais pour lire, mais je lisais pas pour comprendre. Et donc, dépendamment de la période de ta vie, tu es prédisposé à voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a ça aussi. Donc, c'est pas que Père riche, Père pauvre n'est pas un livre édifiant, mais c'est juste que peut-être que, voilà, on n'est pas encore disposé à comprendre. Mais après, c'est bon, hein, les goûts et les couleurs, on n'est pas obligé finalement même oui, mais c'est un bon livre, hein. C'est un bon livre, je sais juste. Moi, j'ai jamais terminé Les Soleils des Indépendances classiques. Ça va. Bon. Merci beaucoup Yasmine pour ta disponibilité, d'avoir accepté de te prêter au jeu pour discuter de l'alchimiste de Paulo Coelho. Est-ce que tu auras un mot de fin? Comme mot de fin, je dirais qu'on a tous et toutes une légende personnelle. Donc, je pense qu'après cette vidéo, on sait tous que chaque être humain a un objectif à accomplir, une destinée à accomplir. Donc, ce que je pourrais dire, c'est tout faire pour accomplir sa légende personnelle, sortir de notre zone de confort. Et comme j'aime à le dire, nos seules limites sont celles que nous nous imposons. Donc, moi, comme je le dis tout le temps, mes initiales, c'est SKY, Sky. Donc, le Sky is the limit, that is me. Donc, ce que je dis que je ne pourrais pas faire, je ne ferai pas. Donc, des limites qu'on rencontre, des difficultés qu'on rencontre dans la vie ne doivent pas nous empêcher d'accomplir notre légende personnelle. Donc, délaissons les choses éphémères pour accomplir nos légendes personnelles et vraiment accomplir sa destinée. Merci beaucoup. Bye bye.